Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 24e journée du top 14. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir que la 23e journée, je vais bel et bien en faire un débrief. C'est juste que j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me reposer, parce que j'ai un peu de mal à tenir le rythme en ce moment. Mais donc, vu que le match Castres-Clermont est reporté à ce week-end, je vais faire le débrief de la 23e journée après ce match. Il sortira donc après la 24e journée. C'est un peu bizarre, mais j'ai décidé de faire ça. Je m'excuse et j'espère que vous comprendrez. Enfin bref, retournons du coup au top 14 et avec le premier match de samedi après-midi, c'était l'UBB qui recevait Castres. Bon déjà, je me suis pas exprimé publiquement depuis le décès de José Rayusuke et donc forcément, j'exprime toutes mes condoléances à la famille et à ses coéquipiers du Castres Olympique. Franchement, ça doit être quelque chose de terrible. Ça m'est arrivé cette saison aussi de perdre des proches, des amis du terrain. C'est compliqué, mais je suis sûr que le Castres Olympique va s'en relever. Enfin bref, donc pour ce premier match après le décès tragique de Ryosuke, les Castrés, ils ont fait plutôt une copie en demi-teinte. Ils ont d'abord très bien commencé avec ces deux essais d'Arata et de Babillo. C'était la meilleure manière d'entamer. Mais après, c'était aussi dû au fait que l'UBB n'était pas descendu du bus. Et dès qu'ils l'ont fait, c'était compliqué de les arrêter. Quand il y a tous les titulaires en puissance qui sont en forme, c'est compliqué d'enrayer la machine. Parce que quand on voit un Jalibert à ce niveau, un Lucu à ce niveau, un Buros à ce niveau, c'est dur. Bon, forcément, les Bordelais, comme d'habitude, ils ont joué tous les ballons et ils ont surtout beaucoup utilisé le jeu au pied par-dessus. Ça a été un élément prépondérant de la victoire et du fait que l'UBB a pu prendre le large en cette fin de première mi-temps. Bon, évidemment, avec Jalibert, il y a deux essais qui viennent de ça. Le premier de Bielbiarré, où c'est Jalibert qui fait un petit coup de par-dessus, qui donne à deux porteurs et qui, du coup, en fin de course, donne à Bielbarré pour marquer. Et le deuxième, c'est tout simplement sur son propre essai, où dans les 22 mètres castrés, il tente sa spéciale et ça passe. Il y a aussi beaucoup d'avants qui ont porté le ballon, j'ai trouvé, à l'image de Tatafou, de Mathieu, même des deuxièmes lignes comme Gray, qui sont plutôt des joueurs de l'ombre. Là, ils ont fait quelques courses, quelques percussions avec le ballon. Cependant, avec le coaching qui était un peu obligatoire en vue de préparer la demi-finale de Champions Cup qui arrive ce week-end, on voit que les remplaçants ne sont pas au niveau du côté de Bordeaux, et ça a permis à Castres de revenir dans la rencontre. Alors que le score semblait fait, au final, les Castrés, avec le cœur et beaucoup d'envie, ils ont réussi à remonter et à quasiment gagner le match. Parce que s'il n'y a pas des décisions un peu spéciales en fin de match de Monsieur Charabas, je pense que les Castrés peuvent aller chercher à minima un match nul. En tout cas, les Castrés, ils empochent un point de bonus qui est globalement mérité sur la rencontre et notamment sur les 20 dernières minutes. On passe au multi-rugby avec le Stade français qui recevait Lyon. Bon, c'était un match que j'ai trouvé à la fois étrange mais surtout très plaisant en fait. Bon, dans un premier temps, c'est comme les Castrés, les Lyonnais ont entamé tempo la rencontre avec un 15-0 je crois infligé au bout de 20 minutes. Ils tenaient beaucoup plus le ballon que les Parisiens, ils allaient beaucoup plus vers les extérieurs et cherchaient leurs flèches dangereuses, à savoir Ratez et Dumortier. Et c'est tout à fait logique qu'ils prennent le score rapidement. Mais ce qui a joué en leur défaveur, c'est leur paquet d'avant. En effet, le Stade français a plutôt concassé par moment le paquet d'avant lyonnais, et ce qui a fait qu'ils ont pu marquer des essais. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le jeu, dans l'ensemble, ça se répondait coup pour coup, il n'y avait pas forcément un paquet d'avant qui dominait l'autre, mais sur la conquête, des fois, le Stade français pulvérisait son adversaire. À l'image de ce groupé pénétrant d'une vingtaine de mètres qui amène l'essai de Nicotera et qui sonne la révolte du Stade français, ou de cette mêlée en début de seconde période pour un essai de Macalou, il me semble, mais je suis plus sûr, à vérifier. Et quand le Stade français est revenu, je me suis dit que Lyon allait petit à petit baisser les bras et pas s'en sortir. Et pourtant, non, ils ont continué à jouer. Le jeu était plus de leur côté, en fait, le jeu de trois quarts, j'entends, plus de leur côté que du côté du Stade français. Et le Stade français s'est surtout nourri des erreurs et de l'indiscipline lyonnaise. Les erreurs, ça se traduit notamment par l'essai refusé à Marchante, où il y a une passe qui arrive à personne, Dakowaka récupère le ballon et donne à Marchante qui va marquer. Bon, cet essai, il sera refusé, mais dans l'idée, ça résume un petit peu ce qui s'est passé. Le Stade français s'est nourri de toutes ces petites scories de la part des Lyonnais. Et enfin, pour conclure le travail, il y avait Zach Henry, qui a été très précieux au pied, que ce soit dans l'occupation ou face aux perches, en témoigne cette dernière pénalité de la gagne. On continue avec peut-être le meilleur match de la journée, à savoir Bayonne qui recevait Vannes. Comme je disais, c'était un match vraiment très sympa. Les deux équipes jouaient très bien au rugby. Vraiment, c'était de chaque côté, il y avait des intentions, des belles réalisations et des actions qui faisaient donner des frissons en fait. On a d'abord Vannes qui démarre fort et qui mène très logiquement à la pause, je trouve. Mais ce qui va leur faire mal, c'est l'essai qui va être encaissé juste avant la mi-temps de la part des avants bayonnais. Tu passes de 25-12 à 25-19
donc à moins d'un essai transformé d'écart à la mi-temps, alors que tu avais un petit matelas. Je pense que ça a un petit peu changé l'état d'esprit des Bayonnais, surtout pour la seconde mi-temps. Parce qu'après, en seconde période, ils ont quand même plus tenu le ballon, ils ont beaucoup plus d'occasions d'essai. Et dans l'ensemble, c'est ultra logique que ces derniers, ils prennent le score et qu'ils gagnent à la fin. Je pense même que les Bayonnais, s'ils étaient tombés sur un van qui craquait, auraient pu aller chercher un bonus offensif. Mais bon, là, c'était un van qui, mine de rien, même avec cet énorme trou d'air, a réussi à se remobiliser pour marquer un essai et même aller chercher la victoire en fin de match. Et je vais parler des décisions Vantez. Pour moi, je trouve que le choix de la mêlée est assez logique sur la dernière action parce qu'ils les ont défoncés Bayonne tout au long du match. En revanche, quand sur la dernière pénalité, ils décident de jouer à la main, c'est là où ils se trompent à mon sens. Pour moi, ils auraient dû continuer avec les mêlées ou tenter les 3 points histoire d'avoir un bonus défensif. Mais en jouant à la main, on a bien vu ce que ça a donné. Bayonne a sorti les barbelés, c'était compliqué de passer, au final, ça finit en touche, et ils repartent avec 0 points de ce déplacement, et c'est pas très mérité au vu de l'engagement. Une autre équipe qui jouait le maintien, c'était Perpignan qui se déplaçait à Clermont. Là aussi, c'était un match plutôt plaisant, avec quand même plus d'engagement devant que sur les autres, mais dans l'ensemble, ça jouait quand même. L'USAP, comme d'habitude, elle a beaucoup possédé le ballon, mais elle en a pas fait grand chose au final. Pourtant, à chaque fois, il y avait un petit peu des décalages, des actions qui étaient plutôt bien amenées au départ, mais qui après ne se terminaient jamais bien. Il aura fallu attendre, je crois, la 55e pour que Lucas Dubois marque un essai. Et je pense que cette inefficacité, elle va leur faire défaut sur leurs 2 derniers matchs, parce qu'ils se tapent 2 équipes qui sont très solides, à savoir La Rochelle à La Rochelle et Toulouse à domicile. À voir, mais ça sent mauvais pour Perpignan. Clermont, de son côté, ils engrangent vraiment des précieux points en vue de la qualification, surtout qu'ils ont un match de retard, donc ils sont encore dans la course. Puis dans l'ensemble, ce qui m'a fait plaisir, c'est que déjà la défense a été robuste, mais ils se sont fait plaisir, j'ai l'impression les joueurs, il y a des joueurs qui se sont montrés en vue de ces 3 derniers matchs. Je pense notamment à des joueurs qui ne font pas une saison exceptionnelle comme Newsom, même Urda Pileta, qui a alterné le très bon et le moins bon, mais qui a fait, je trouve, dans l'ensemble un bon match. Et puis, il y a des joueurs qui sont partants, comme Yato, qui a montré, face à son futur club d'ailleurs, que qu'il est encore là, qu'il a cette conscience professionnelle qui fait que il donnera tout jusqu'à la fin. Et ils ont eu plein d'actions d'essai, notamment avec Yato, qui a percé 2 fois en première mi-temps. Il y a eu l'essai de refuser Araka au bout de 8 minutes de jeu, assez logiquement. Il y a Bézi, au bout d'un moment, qui s'échappe, qui fait un petit jeu au pied à suivre, mais le ballon finit en ballon mort. Bref, il y a eu plein de petites actions pour Clermont qui sont, je trouve, positives. Et c'est juste avec un petit peu plus de précision, un petit peu plus de continuité dans le jeu, ça le fera. Et enfin, le dernier match du multi qui était vraiment très sympa, c'était Pau qui recevait Toulon. C'était un match, pour le coup, qui a eu son scénario à part. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Donc la première, c'est Pau qui l'a largement dominé. Les Palois tenaient plus le ballon, étaient plus agressifs en défense, jouaient beaucoup debout, avec des avants très mobiles qui faisaient beaucoup de passes après contact, de petites passes qui étaient très agréables à voir, et des 3/4 qui se régalaient dès qu'il y avait un petit peu d'espace. Toulon, eux, ils ont eu quand même quelques actions offensives sur cette première mi-temps, notamment la toute première action du match où il y a essai d'Anglo qui va être refusé. Mais après, il manquait toujours ce petit geste qui n'amenait pas de continuité, ce petit geste qui venait entacher ses actions, et c'est ce qu'ils ont corrigé en seconde période, mais malheureusement c'était trop tard. À la pause, il y a 20-0, c'est ultra logique et ultra mérité pour Pau. Mais après, tout ce qui a marché pour Pau, c'est Toulon qui l'a fait en seconde période, avec notamment un apport du banc qui, je trouve, a été primordial dans la reconquête, on va dire, dans la remontée toulonnaise, avec Enzo Hervé qui a beaucoup dynamisé. On a vu beaucoup aussi de Tuikouvou et même des avants comme Facundo Issa. Pau, ils avaient plus beaucoup le ballon. En tout cas, il n'y a eu que l'essai de Manu au début de la seconde période, mais après, il n'y a pas eu grand chose de la part des Palois. Et c'est normal parce qu'ils étaient dominés, et Toulon, comme je disais, a corrigé tous ces petits déchets pour marquer et aller chercher un point de bonus qui peut être utile dans la conquête de la 2e place, même s'ils sont à 5 points de Bordeaux, ça va être compliqué. On continue avec le match du samedi soir et le Racing qui se déplaçait à Toulouse et qui est allé gagner à Toulouse. Le Stade Toulousain, en fait, ils se sont fait piéger par un Racing qui a été décomplexé. Je les ai trouvés vraiment très bons, ces Racingmen. Ils avaient un plan de jeu qu'ils ont respecté. Déjà, offensivement, ils jouaient les coups. Ce qui n'était pas trop le cas ces derniers temps, où ils étaient un peu plus pragmatiques, ils revenaient à des choses plus simples sous l'effet Colazo, pour gagner des matchs, simplement parce qu'ils n'en gagnaient pas assez. Là, ils ont vraiment tenté des coups dès qu'il y en avait à jouer. C'était assez sympa à regarder aussi. Pareil, défensivement, je les trouve toujours solides, même si encore une fois ils prennent 5 essais. Je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil parce que globalement, sur le premier rideau, ils sont solides quoi. Et les joueurs internationaux, ils ont clairement montré la voie. Je pense à Ficou, Le Garec, et même devant Woki ou Diallo. C'est vraiment des joueurs qui ont une grosse importance dans la victoire du Racing.
Et bah, pour cette fin de saison et pour potentiellement une qualification à aller chercher, c'est maintenant qu'il faut qu'ils soient là, et ils le sont. Côté Toulouse, ben, ça a moins marché que d'habitude parce que déjà les plaquages étaient pas efficaces. Ils en ont pas loupé beaucoup, seulement 9 sur tout le match, donc franchement ça montre qu'il y a quand même une défense qui est assez hermétique, mais les plaquages, comme je disais, n'étaient pas efficaces. Il n'y avait pas de plaquage offensif, c'était plutôt des plaquages subis à chaque fois, et ça permettait au Racing de toujours jouer dans l'avancée. Et offensivement, il y a eu beaucoup plus d'en avant que d'habitude. Je les ai trouvés d'ailleurs très fébriles sur le jeu aérien, où il y a eu notamment, je pense à Malia qui a fait en avant, il y a Delib aussi quand il rentre. Enfin bref, c'est des fautes qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de Toulouse. Mais en tout cas, ça peut leur faire une piqûre de rappel pour la fin de la saison, et surtout pour les phases finales, quoi. Et à l'inverse de d'habitude, j'ai surtout senti le collectif assez en panique. Alors que d'habitude, c'est jamais le cas, même quand ils sont menés, je les trouve sereins. Là, je les trouve en panique, donc il va falloir qu'ils travaillent sur ça pour la fin de saison. Et enfin, La Rochelle recevait Montpellier dimanche soir à De Flandre, et on retrouve un Stade Rochelais à son meilleur niveau. Son meilleur, je sais pas, mais en tout cas un très bon niveau. Le match, il avait un rythme un peu spécial, c'était assez haché, même s'il y a eu beaucoup de points. Franchement, j'ai pas trouvé que c'était un match exceptionnel qui n'était pas au niveau des autres qu'il y a eu dans cette journée. Les Montpelliérains, ils ont joué à l'envers du début jusqu'à la fin. Déjà, ils arrivaient jamais à aller dans le camp Rochelais, c'était impressionnant. La Rochelle a eu une très grosse défense sur ce match. Et ils jouaient tous les coups, mais dans leur camp, donc forcément, ils s'exposaient, et après, ils étaient pénalisés parce qu'ils n'arrivaient pas à passer, quoi. Et l'image de la relance de Boutier, Bourbi et consorts, qui amène après un essai de La Rochelle en première mi-temps, je trouve qu'elle a l'image du match. Montpellier qui ne respecte pas un plan de jeu qui était pourtant très clair tout au long de la saison et qui marchait tout au long de la saison. Et là, surtout face à La Rochelle qui a eu une excellente défense, ça n'a pas marché. Parce que La Rochelle, ils sont appuyés sur la défense, mais pas que. Les rucks, globalement, en ce moment, ils sont quasiment injouables. Quand ils ont leurs internationaux, leurs joueurs cadres qui sont en forme, devant, c'est très compliqué de les prendre, ces Rochelais. Là, encore une fois, Skelton, Boudéan, Aldrit, ils ont fait un match fou en défense et dans les rucks, et c'est compliqué de développer du jeu quand c'est aussi solide en face. Et là, en plus, ils ont un peu plus joué sur les trois quarts que d'habitude. Ils se sont un petit peu dévoilés, et c'était sympa, parce que c'était pas des actions très construites, mais il y avait un petit grain de folie, notamment Astoy et Lise, qui ont amené un petit peu cette folie-là, qui manque, je trouve, à La Rochelle, et ça promet pour cette fin de saison. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais rester sur ce match avec Dylan Leeds. Je viens d'en parler un petit peu, mais ce côté fantasque, je trouve que ça manque à La Rochelle, et lui, il va l'amener sur cette fin de saison. Et là, en ce moment, il fait plutôt des bons matchs, Dylan Leeds. Donc il continue sur cette voie, il marque un essai, je crois qu'il est pas loin d'en marquer un deuxième. Il a fait un bon match de patron. Je vais continuer avec Iraes Simonet, le 3-4 de Clermontois, qui a fait seulement une mi-temps à Clermont, mais qui a été hyper tranchant, une mi-temps de grande classe. Il marque deux essais, il est pas loin d'en marquer un troisième parce que cette pénalité, on peut dire que c'est lui qui marque. Et ouais, globalement, ça fait plaisir sur une mi-temps de voir un joueur avec autant d'envie, quoi. Et enfin, le dernier top, c'est Mathieu Jalibert. En ce moment, j'ai l'impression qu'il est injouable, il est sur une dynamique positive assez exceptionnelle. Là, ces petits coups de pied par-dessus, j'en ai parlé, m'ont été primordiaux. Il a très bien alterné le jeu à la main, surtout, en allant chercher des coups où il n'y a que le Bordeaux qui peut le faire, et peut-être Toulouse, quoi. Et son essai, il est magnifique, il a été impliqué sur 4 essais sur 5, hein, quand même. En flop, maintenant, j'ai parlé d'Anton Bressler, parce que pareil, lui, il était remplaçant, et sa rentrée est pas du tout bonne. C'est aussi à cause de ça que le Bayonne est revenu, c'est qu'il a fait beaucoup de fautes, il en a fait au moins 2 grossières, dont une qui valait carton quand il vient percuter un joueur en l'air, c'était limite carton. Je vais continuer avec Juan Cruz Malia, je pense que c'est son plus mauvais match de son énorme saison, mais à l'image de Toulouse, en fait, je l'ai trouvé en panique, notamment sur la dernière pénalité où il met 10 secondes pour taper alors qu'il avait quand même un peu plus de temps pour assurer. Et puis dans le jeu, je l'ai pas trouvé bon, il fait des en avant grossiers. Bon, ça arrive, à l'image de Toulouse, quoi. Le dernier flop, c'est Anthony Boutier, qui a malheureusement raté tout ce qu'il a entrepris sur ce match, mais pareil, ça arrive, c'est un jour sans. Donc pour ce qui est du classement, le Stade Toulousain est assuré de finir premier. Je pense que Bordeaux a pris une avance sur Toulon, même s'il y a Toulon-Bordeaux dans 15 jours. Après, Bayonne, pareil, est assuré de faire son barrage. Et l'équipe qui, pour moi, fait la très très mauvaise opération et qui, je pense, s'est grillée pour la qualification, c'est Lyon. Qui a perdu le Stade Français alors qu'ils auraient pu gagner. Ils sont à 50 points. Clermont et Castres sont à 53 et 54, sachant qu'ils n'ont pas joué les deux et qu'ils se rencontrent. À mon avis, Lyon, c'est foutu. Évidemment, Vannes aussi ne pas ramener un point de Bayonne, ça va être compliqué, quoi. Et donc, pour mes pronos,
vu que je vais faire le débrief de la 23e journée la semaine prochaine, mais là je vais pronostiquer que Castres-Clermont. Donc pour moi je pense que c'est plutôt Castres qui va gagner, mais dans un match assez compliqué avec deux équipes qui se valent globalement, je vois pas Clermont prendre de bonus défensifs, à l'image de ce qu'ils ont fait par exemple à Toulon, où ils ont des occasions, ils ont de quoi marquer et revenir et pourquoi pas gagner le match, mais je sais pas, je sens qu'ils vont se saborder encore, et donc une petite victoire peut-être 27-18 pour Castres, sans bonus défensif pour Clermont, mais dans un match accroché. Et allez, on va soutenir les clubs français aussi en finale de Challenge et de Champions Cup. Je pense que Bass, malheureusement, va gagner Lyon, même si je vais être à fond supporter du Loup. Et pour la finale de Champions Cup, je suis supporter bordelais, donc j'espère que l'UBB va gagner. On croise les doigts. Enfin bref, cette vidéo analyse de la 24e journée est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, m'écrire un commentaire et activer la cloche. C'est des petits trucs qui m'aident pour faire grandir la chaîne. Enfin bref, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'analyse de la 23e journée. C'était Bourichon. Ciao ciao.